Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Ce sera le dernier délit d'opinion de l'année, d'ailleurs, 2023. Et je vais en profiter non pas tellement pour parler de l'actualité dernière, parce que en fait, c'est que bis repetita de l'actualité de la semaine d'avant. Donc, à savoir, encore une fois, cette loi immigration qui est de nouveau en discussion, qui sera peut-être d'ailleurs déjà votée lorsque la vidéo sortira. C'est pas encore le cas actuellement. Donc, je vais éviter d'en parler. Aussi parce qu'il n'y a pas tellement grand-chose de nouveau à dire là-dessus, à part que voilà, le texte risque peut-être de passer avec une version plus droitière que celle qui devait passer au départ. Et donc, ce que je voudrais évoquer pendant cette émission, c'est plutôt peut-être les choses qui vont se passer en 2024, et notamment faire un focus sur l'élection présidentielle américaine, donc qui aura lieu en novembre. 2024, c'est une année possiblement peut-être charnière, parce que c'est une année pendant laquelle il y aura énormément d'élections dans le monde. Il y aura des présidentielles en Finlande en janvier. Il y en aura aussi en février au Salvador. Le Salvador, pays dont on a déjà parlé dans ces émissions. Il y en aura aussi au Mali, pardon. Il y en aura en mars au Portugal, en Russie également. Vladimir Poutine, évidemment, s'est porté candidat. Je pense que il y a de fortes chances qu'il soit réélu. Il y aura des législatives en Inde. En juin, évidemment, il y a les élections européennes chez nous. Et donc en novembre, évidemment, les très attendues élections présidentielles aux États-Unis. Alors, première chose, avant de parler un petit peu plus en profondeur de ces élections-là, des forces en présence, de la question peut-être aussi de la procédure d'impeachment sur Joe Biden, sur la primaire républicaine qui actuellement se joue sans le candidat favori des républicains. Qu'est-ce que vous attendez, vous, personnellement, de ces élections en 2024 ? Ben écoutez, c'est de ces élections qui ont le mérite de la simplicité. Là, c'est vraiment Washington et, dans le fond, la social-démocratie, enfin, telle qu'elle existe aux États-Unis, qui est contre un candidat qui voulait nettoyer le marigot, les marais pestilentiels de Washington. Donc ça, c'est pour le folklore, mais ça va être une élection très très importante pour plusieurs raisons. D'abord, il faut faire un petit retour sur la Constitution américaine. Donc le président des États-Unis, c'est le pouvoir exécutif. Et il a le pouvoir de nommer et de démettre toute une série de fonctionnaires. Alors, comme je l'ai souvent expliqué ici, depuis un certain nombre d'années, il y a un quatrième pouvoir qui a émergé depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a le législatif, l'exécutif, le judiciaire, et puis maintenant vous avez l'administration. C'est-à-dire qu'il y a toute une série d'immenses organisations qui peuvent être surveillance des marchés financiers, qui peuvent être surveillance de l'hôpital ou j'en sais rien, à qui l'État a délégué toute une série de fonctions et qui, dans le fond, sont devenues des machines sans surveillance. C'est-à-dire qui légifèrent, littéralement, qui font des règlements, qui s'appliquent à tout le monde, mais qui ne sont pas soumises à la loi de la démocratie, c'est-à-dire à la responsabilité de ceux qui prennent les règlements. Donc, la question, c'est est-ce qu'il va falloir que le prochain président des États-Unis, si c'était Trump, s'attaque à ces forteresses. Et s'il le fait, il ne peut le faire aussi quelque part qu'en les défaisant à l'échelle fédérale, où elles ont beaucoup trop de pouvoir, et peut-être pour permettre un rétablissement à l'échelle locale, selon la volonté de chaque État, c'est-à-dire un petit peu ce qui s'est passé pour l'avortement, quoi. Tout à fait. Donc, il y a d'abord, à quel moment une grande démocratie va-t-elle s'attaquer à ces espèces de chasses gardées que sont devenues ces grandes administrations qui ont une tendance malsaine aussi à copuler frénétiquement avec les grandes NGO, si vous voyez ce que je veux dire, et qui sont des instruments d'influence qui sont eux-mêmes influencés et qu'on trouve en rang épais à Davos et dans tous ces machins-là, dans les trucs contre la lutte contre le réchauffement climatique, bref.
Parce que ce qu'ils veulent, c'est augmenter leur pouvoir, qu'il y en ait de plus en plus, et qu'ils aient de plus en plus de pouvoir, qu'ils soient de moins en moins contrôlés par le politique, bon, et par le judiciaire. Bon. Donc ça va être un débat important aux États-Unis. Il sera sous-jacent, mais il sera pas le plus important. Il sera sans doute le plus important, mais il sera sous-jacent, on en parlera assez peu. Aux États-Unis, vous avez le président des États-Unis qui est élu, puis vous avez les élections qui ont lieu en même temps à la Chambre des représentants pour les 2 ans, qui sont plus ou moins des élections à la proportionnelle, allez, à peu de choses près, un peu partout. Et le nombre de représentants pouvant varier d'État à État, selon la population qui bouge ou qui diminue. Et puis vous avez les sénatoriales, vous avez 2 sénateurs par État. Ouais. Et là, ils sont élus pour une durée beaucoup plus longue. Et là, 2 sénateurs par État. Donc ça amène à des situations un peu particulières. Un État comme le Rhode Island, qui est tout petit, où il n'y a rien du tout, a 2 sénateurs. Et la Californie, qui est plus grande et plus riche que la France, avec 2 sénateurs aussi. Donc ça amène à des espèces de disparités. Et ceux qui contrôlent officiellement dans la Constitution les dépenses de l'État, c'est la Chambre des représentants. Le sénateur s'occupe de ça aussi, mais pas simplement. Bon. Lors des dernières élections présidentielles, il y a eu des élections donc, où Biden a été élu, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles n'ont pas été particulièrement claires. Il y a eu, je ne sais pas s'il y a eu des fraudes, mais enfin, il y a certains endroits où il a fallu 6 semaines pour avoir les résultats. Oui, pour savoir, oui, effectivement, savoir, avec parfois, enfin, avec plusieurs histoires de rajouts, notamment avec cette histoire de vote par correspondance, où des votes sont arrivés après. On a dû forcément expliquer pourquoi c'était comptabilisé. On les avait pris alors que normalement on n'aurait pas dû les prendre, etc. Donc, mettons que ces élections aient été entachées d'un certain doute. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, quoi qu'on porte comme jugement là-dessus, il y a eu un doute. Il y a une moitié des Américains qui pensent que l'élection a été volée. Tout à fait. Bon, très bien. Ça, c'est un fait. Alors, ça veut sans doute dire que les élections prochaines vont être surveillées de façon extraordinaire. Ouais. Parce que c'est un reproche qu'on peut faire à Trump. Quand il est arrivé, il ne s'attendait pas à être attaqué comme il a été attaqué. Il a rien vu arriver. Il a eu les 2 premières années. Il s'est fait casser les pieds avec cette histoire de Russie, dont on sait maintenant qu'il n'y avait rien dans le dossier. Mais enfin, pendant 2 ans, il a fait que ça. Puis ensuite, on ne lui a pas obéi. Puis il y a eu un 2e impeachment. Bref. Mettons qu'il n'ait pas pu gouverner comme il voulait. Et puis, il n'avait pas vu arriver le coup, peut-être, des fraudes que les autres allaient organiser contre lui. Donc il n'avait pas monté des espèces de systèmes pour vérifier que tout se passait bien partout, quoi. Il n'y avait pas d'avocat qui regardait, il n'y avait rien, c'était... Ouais. Donc on peut penser que cette fois-ci, dans les troupes trumpiennes, il va y avoir des volontaires dans chaque canton pour vérifier vote par vote et que tout se passe bien. Ouais. Donc ce qui est certain, c'est que les élections la fois prochaine seront... enfin, on peut l'espérer, mais ça, c'est pas peu certain, seront... correct, il n'y aura pas de suspicion. Quel que soit le résultat... Il faut espérer, en tout cas. Parce que... bon, ils vont essayer avec le coup des votes par correspondance, mais... Ouais. Déjà, il ne pourra pas y avoir autant de votes par correspondance que la dernière fois, parce que la dernière fois, on était en plein dans le Covid et tout. Oui, on était en plein Covid, ce qui a beaucoup aidé aussi. Donc, un autre avantage du Covid, c'est qu'il a permis de vote par correspondance, qui a aidé toute une série de gens passés. Bon, le vote par correspondance, il va être plus surveillé cette fois-ci, et puis on va exiger, il va y avoir des... Bon. Donc, le vote de l'élection présidentielle devrait être... On sait que, sauf accident, c'est Trump qui sera du côté républicain. Oui, a priori. Logiquement, le président sortant devrait être le candidat du Parti démocrate. Oui, mais il s'est déclaré candidat. Il s'est déclaré candidat, mais d'abord, il est gâteux. Ouais. À l'évidence, il ne peut pas rester 5 minutes sur une estrade sans se perdre, ce qui est un peu triste. Et de l'autre, il a une très vilaine histoire aux fesses maintenant, avec cette histoire d'impeachment et tout. Donc, ce sera probablement pas lui. Et donc, la question, c'est qui ça pourrait être. Ça, j'ai pas la moindre idée, parce qu'il n'y a pas vraiment une personnalité... Ça pourrait être Madame Obama, mais enfin, je veux dire, c'est envoyé. Oui, c'est une rumeur qui a un peu faibli maintenant, mais qui il y a quelques semaines courait pas mal, oui, effectivement. Alors, Madame Obama, ça veut dire qu'Obama aurait été président donc
2 fois, ce qui est le maximum, puis ensuite 1 fois avec Biden, puisque c'est lui qui gouverne en derrière, et puis ensuite 2 fois avec sa femme, ça ferait 5 fois. Je sais pas si les Américains seraient très contents, quoi. Surtout qu'on peut pas dire que les résultats d'Obama aient été transcendants quand on voit les résultats de la sécurité sociale, qui est en état de faillite, et avec les gens qui peuvent plus se payer leur service médical, c'est quand même pas terrible. Bon. Donc, je sais pas trop qui ça va être, mais la grande question, c'est si Trump se présente et s'il est élu, qui sont des grosses questions, est-ce qu'il y aura la majorité aussi à la Chambre et au Sénat? Il l'a à la Chambre aujourd'hui, ouais. d'assez peu, mais il l'a. Au Sénat, il l'a pas. Et ce qui est étonnant, c'est que dans un État comme la Géorgie, qui est plutôt républicain, là aussi, il y a eu des rumeurs de... Enfin bref, les 2 sénateurs de Géorgie étaient tous les 2 républicains, ce qui est rarissime, quoi. Donc, étaient tous les 2 démocrates, ce qui est rarissime. Donc, on peut faire presque un arbre de décision. Trump élu avec tous les pouvoirs, parce qu'il a les 2 chambres. Trump, le démocrate élu avec tous les pouvoirs, ou le démocrate élu sans tous les pouvoirs, quoi. Ouais. Et essayer de mettre des probabilités. Moi, je dirais qu'il y a à peu près 30-40% de chances que Trump soit élu avec tous les pouvoirs, 10 ou 20 qu'il soit élu avec pas tous les pouvoirs, et puis ensuite, de l'autre côté, ça peut être les démocrates, mais ce serait très surprenant si les démocrates avaient tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Donc, c'est-à-dire que la probabilité d'une crise constitutionnelle importante aux États-Unis, avec Trump qui essaye de nettoyer les écuries d'Augias, c'est-à-dire le département de la justice, c'est-à-dire le FBI, c'est-à-dire la CIA, de foutre tous ces gars à la porte, ce qui est constitutionnellement sans droit, hein, on risque d'avoir des troubles politiques aux États-Unis importants, quoi. Je veux dire une bagarre politique importante. Oui, c'est sûr. Bah, d'une certaine manière, c'était déjà aussi un peu l'enjeu en 2016. Oui. Et on peut constater quand même que Trump avait peut-être sous-estimé l'ampleur du problème. D'ailleurs, lui-même, en fait, j'en discutais il y a pas longtemps. Justement avec Alexandre Peset de l'IFP, c'est-à-dire que lui aussi il a pas mal de contacts aux États-Unis et en fait il expliquait que les équipes de Trump n'étaient pas prêtes à gouverner en 2016, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les effectifs administratif. Mais personne ne s'attendait à ce qu'il soit élu en plus. Voilà, donc ça veut dire qu'ils ont été obligés de gouverner dans les faits avec des administrateurs qui venaient de la Ivy League et tout, donc toutes ces écoles, ennemis, oui. Voilà, toutes ces écoles de cooptation en fait démocrate, c'est-à-dire que les gars sont au pouvoir, enfin sont dans l'administration. Pour eux, en fait, que à la Maison Blanche, il y ait Joe Biden, Donald Trump ou quelqu'un d'autre, ça change pas grand-chose. Or, il faut justement, pour avoir un véritable contre-pouvoir là-dessus, il faut être en capacité de remplacer aussi ces gars-là, parce que sinon, ça change absolument rien que vous ayez Trump ou Biden à la Maison Blanche. Enfin, ça peut changer peut-être pour les sujets internationaux, etc. Mais sinon, même pas parce que c'est eux qui contrôlaient tout le système international. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelait les néocons qui contrôlaient le département des affaires étrangères, et c'est eux qui ont littéralement mené la politique qui a amené les États-Unis dans les désastres dans lesquels ils sont depuis 20 ans. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc on a un vrai problème. Mais la deuxième question qui est intéressante aussi, c'est de savoir qui sera vice-président avec Trump. Ouais. Si c'était Tucker Carlson, ça serait rigolo. Oui, effectivement. Alors, d'ailleurs, il y a pas longtemps, on avait vu. Alors vous regardez sûrement pas, mais moi, je regarde un peu l'UFC, c'est-à-dire Mixed Martial Arts, la plus grosse organisation de MMA, donc de sport de combat. C'est tous les sports de combat réunis en quelque sorte. Et il y a pas longtemps, ils ont fait. C'est peu de démocrate là-dedans. Non, alors c'est pas très démocrate déjà parce que on en discutait l'autre jour avec Pierre Valentin. Déjà le rugby, c'est pas très woke. Et le MMA non plus. Parce que vous êtes un petit peu obligé de vous prendre des sacrés pains dans la gueule et ça fait mal, donc c'est pas vraiment un safe space. Et alors ce qui est marrant dans cette organisation, c'est que voilà, il y a plusieurs combattants qui ont leur discours politique, voilà, qui sont pas forcément tous conservateurs, puisque déjà tous les combattants sont pas américains, il y en a qui sont russes, daguestanais, etc. Donc il y en a qui sont par exemple des musulmans très très convaincus. Mais par exemple il y a pas longtemps, ils ont fait du coup une soirée en Floride, et ce qui est intéressant, c'est que au moment où la soirée commençait avec les combats les plus attendus, Trump arrive
avec le président de l'organisation, donc l'UFC, Dana White, et il est applaudi par absolument toute la salle, et juste à côté de lui, eh bien, il y avait justement Tucker Carlson. Ouais. Donc ça faisait un peu moment de campagne, alors non officiel, mais un peu moment de campagne avec voilà, le candidat présidentiel, et puis juste à côté, secondé par possiblement son vice-président. Évidemment, pour le moment, Tucker Carlson peut pas annoncer qu'il est sur la liste pour être vice-président. Encore faut-il qu'il soit investi. Voilà. On peut choisir son vice-président une fois qu'on a été investi par le parti. C'est ça. Et donc, en plus de ça, en ce moment, il a encore ses émissions et tout, donc on pourrait l'accuser d'être pas tout à fait objectif. Et donc effectivement, c'est une grosse rumeur actuellement. Celui qui est le favori pour être son vice-président, c'est tout à fait Tucker Carlson. Il y a quelque temps, on parlait de l'hypothèse Ron DeSantis, sauf que comme lui-même est candidat, c'est un peu mal parti. Ça ferait 2 candidats de Floride, ça ferait beaucoup. Ça ferait 2 candidats de Floride en plus. Et Ron DeSantis, on a l'impression qu'il a envie aussi de se créer son propre chemin en dehors de Trump. Voilà, ça se fera probablement pas au final du coup en 2024, même s'il a tenté sa chance. Là actuellement sa campagne est plutôt en train de prendre l'eau, et il a du mal à... Personne qui meurt en dehors de Trump. Il n'y a pas un candidat qui réussit un peu au-dessus de, significativement au-dessus de 10 quoi. Donc, non, vraiment pas. Il y en a aucun. Voilà, il y en a qui arrivent à créer le buzz. Je pense au gars d'origine hindoue, Vivek Ramaswamy. Il parle très bien, oui, il parle très bien. Qui est intéressant, qui est un peu loufoque sur certains angles, mais même lui, dans le cadre de sa candidature du coup aux primaires républicaines, ça se voit que il se veut comme un second de Trump. C'est-à-dire qu'il dit du bien de Trump tout le temps. Il dit du bien de Trump tout le temps. On voit que derrière, il y a un peu la volonté en fait de faire sa publicité pour être bien placé dans l'administration de Trump si Trump était élu. On sent beaucoup plus ça que la volonté d'être lui-même président des États-Unis. Alors, il y a une deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a donc le fils de Robert Kennedy qui se présente. Oui, tout à fait. Robert Kennedy Jr. En indépendant, ouais. En indépendant. Alors, normalement, il aurait dû se présenter pour le Parti démocrate, mais le Parti démocrate a mis des telles conditions à sa présence que c'était lui interdire de faire campagne, quoi. Ouais. Donc, il en a eu marre, il a décidé de se présenter en indépendant. Et il a quand même un suivi assez fort dans l'Est des États-Unis, en Californie, etc., où son père avait été assassiné. Bref. Si ce gars-là réussit, si Robert Kennedy réussit à avoir 4 ou 5 États, dans l'Est, mettons, il faut savoir que la Constitution des États-Unis prévoit que pour qu'un président soit élu, il faut qu'il ait une majorité des États. Donc, on pourrait se retrouver dans une situation, par exemple, il y a 56 États, je sais pas, Trump pourrait en avoir 24, Biden 22, et l'ami Kennedy 4, à ce moment-là, c'est la Chambre des représentants qui élit le président. D'accord. Il faut que le président élu ait au moins... La moitié des États. La moitié des États. D'accord. Donc, si Kennedy réussit à barboter 4 ou 5 États dans l'Ouest, dans n'importe où, ça peut mettre dans une situation intéressante l'élection, parce qu'à ce moment-là, ça passe à la Chambre des représentants. Ouais. Mais à la Chambre des représentants, au moment de l'élection, c'est-à-dire avant le vote qui aura lieu le 4 novembre. Oui, c'est-à-dire la Chambre des représentants telle qu'elle est aujourd'hui. Telle qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est la Chambre des représentants d'aujourd'hui qui désignerait le président. Comme les républicains sont majoritaires, on aurait peut-être ça. Mais c'est intéressant parce qu'il y a aussi, même chez ces représentants, il y a quand même ce qu'on appelle pas mal de rhinos, c'est-à-dire de républicains name only, vous savez, c'est-à-dire des rhinocéros qui dans le fond sont des ennemis de Trump. Parce que c'est quelque chose qu'il faut bien expliquer, c'est que vous avez les 2 partis de gouvernement. Ouais. Puis vous avez, dans le temps, il y avait les FADA complètement à gauche du Parti démocrate, qu'on ne considérait pas comme des gens sérieux, donc ils n'allaient pas vraiment au gouvernement. Puis vous aviez les FADA complètement à droite du Parti républicain, qui n'étaient pas sérieux. Mais aujourd'hui, les FADA du Parti républicain, ils ont pris le pouvoir un peu avec Trump. Et les FADA du Parti démocrate, ils ont pris le pouvoir avec les FADA. Donc aujourd'hui, on a quelque part... On n'a plus l'espèce d'alliance qu'il y avait toujours entre les gens du gouvernement,
Si vous voulez, c'est un peu comme chez nous, entre le président du président de la République et le PR, on sent bien que il n'y a pas beaucoup de différence, quoi. Il y a un papier de cigarette entre les deux, quoi. C'est pas. Et donc, il y avait toujours des républicains qui étaient prêts à trahir pour aller rejoindre les démocrates au bon moment dans les votes. C'est ça. Ben maintenant, c'est fini, quoi. Donc, ça va être. Il y a beaucoup d'incertitudes. Et j'ai écrit récemment un truc. Pour moi, la guerre civile a déjà, entre ces deux groupes, a quasiment déjà commencé aux États-Unis, quoi. Je sais pas si elle s'est transformée en vraie guerre civile, mais dans les esprits, ils sont déjà en état de guerre civile larvée, quoi. Oui, effectivement, c'est-à-dire que embêtant. Aujourd'hui, on voit absolument pas où on peut trouver une sorte de ligne de réconciliation. C'est-à-dire que à la fois, ça peut être un peu frustrant, effectivement, d'avoir un parti démocrate assez modéré, un parti républicain très modéré, de sorte que les deux, en fait, travaillent tout le temps ensemble et que rien ne change quand l'un ou l'autre gagne. Oui, mais ça, ce qu'on a vu, c'est qu'à ce moment-là, c'est qu'ils ont été bouffés partout. D'un côté, l'industrie pharmaceutique et d'autre, l'industrie de l'armement, et qu'il n'y a plus du tout de démocratie. C'est devenu un panier de crabes où il y a que tout le monde cherche à gagner du fric. Donc c'est pour ça que les extrêmes ont gagné, c'est parce que le peuple veut pas de cette corruption insensée qui existe dans les partis, quoi. C'est ça. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, mais d'ailleurs, on le voit dans beaucoup de pays occidentaux, et d'ailleurs, on peut le mesurer avec selon comment votent certaines tranches d'âge. C'est-à-dire que par exemple en France, les tranches d'âge les plus jeunes s'en fichent de voter au centre. Ils votent pas PS, ils votent pas Renaissance, ils votent pas LR, ils votent à droite pour ils votent à droite pour Zemmour ou Marine, et ils votent à gauche pour Mélenchon ou pour les autres partis, je sais pas, Force ouvrière, etc. quoi. Donc on voit que même aujourd'hui, par rapport aux tranches d'âge, on peut évaluer en fait le niveau de conflictualité politique en fonction des générations, en fonction de quand vous êtes né. Et on voit exactement la même chose aux États-Unis, c'est-à-dire que il y a quelques années, voilà, ce qui était à la mode, c'est d'avoir des modérés de gauche comme Obama ou Clinton et des modérés de droite comme Bush, et de sorte que en fait les administrations changent très très peu, peu important qui soit à la Maison Blanche. La ligne politique du pays change très très peu, et les gens votent en fait pour au final assez peu de conflictualité politique, sauf que justement ça a créé aussi une frustration, l'idée que la démocratie était confisquée par une classe politique, et donc derrière le résultat, c'est nécessairement d'un côté Trump qui dit bon écoutez, moi tout ça je vais le dégager, l'administration le swamp comme on dit en anglais, voilà, on va le drain, donc ça veut dire dégager toute cette administration illégitime. Et derrière, en miroir, il y a du coup la volonté de renforcer encore ce pouvoir administratif à l'intérieur de l'État, parce que justement, imaginez qu'il y ait un fou comme Trump qui arrive à la Maison-Blanche, et faudra quand même conserver l'appareil étatique. Et donc, ça renforce encore plus la conflictualité politique entre ces deux camps. C'est ça. Donc, il faut pas s'imaginer du tout, ça va être une bataille assez difficile, parce que je regarde les chiffres du budget aux États-Unis aujourd'hui, ce que j'ai fait avec Emmanuel, mais j'essaye de montrer que vous prenez les trois grandes de la dépense, la Sécu, la défense nationale et le service de la dette. Vous prenez ces trois trucs. Bon, vous excluez la Sécu parce que personne ne va y toucher. Donc, vous avez aujourd'hui, le service de la dette est en train de passer au-dessus de la défense nationale, donc à plus de 1000 milliards d'euros. Et le déficit intérieur américain est à près de 7 ou 8% du PIB, ce qui est monstrueux, alors qu'ils sont en croissance et tout. Donc, d'après ce qui me semble, ce qui est très pas loin d'être, ce qui est loin d'être certain, ils arrivent de plus en plus dans une période où il va y avoir des contraintes budgétaires immenses qui vont se mettre en place. C'est-à-dire qu'ils pourront faire ce qu'ils veulent, loin s'en faut. Donc ils vont devoir couper dans les dépenses. Mais s'ils coupent dans les dépenses, ils peuvent pas couper dans la Sécu. C'est embêtant. Donc, est-ce qu'ils vont couper dans le service de la dette? Ils peuvent pas. Donc, grosso modo, ça veut dire qu'ils vont couper dans la défense. Et dans la défense, ça veut dire un repli historique des États-Unis sur leur forteresse américaine. C'est-à-dire que Trump redevient
le président du parti, dans le fond, fondamentalement isolationniste. Ouais, c'est ça. Comme avant la Seconde Guerre mondiale. Comme avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait toujours... Et les gens diront, bon, écoutez, on a été faire les couillons pendant un siècle, et ça nous a pas vraiment réussi, on a perdu toutes les guerres sauf une ou deux. Donc, bon, ben maintenant, on décide qu'on va se replier, qu'on va s'occuper peut-être des États-Unis, peut-être aller de l'Amérique du Nord et peut-être de l'Amérique du Sud. Donc, il me semble qu'on arrive peut-être à la fin de cette période de domination militaire des États-Unis. En plus, la technologie s'y prête, puisqu'il y a beaucoup de changements. Et dans ce cas-là, ça va changer l'équilibre du monde, parce que, par exemple, si plus personne ne protège militairement l'Europe, qui va nous protéger? C'est pas nos armées. Hein. Ce que vous dites tout le temps, c'est dans un pays, il y a toujours une armée, c'est soit l'armée du pays, soit l'armée du pays d'à côté. Donc soit effectivement l'Europe se réarme. Le papa, il n'y a pas d'enfant. Mais ce qui semble pas être le cas aujourd'hui, en plus tout le monde s'en fout. Soit effectivement, ça va être peut-être l'armée du pays d'à côté. Ouais, l'armée du pays d'à côté, il y en a que deux, c'est la Russie et la Turquie. Et la Turquie, c'est les deux seuls que je vois, quoi. Ouais. Et donc, ça risque d'être... Ou alors, le pire qui pourrait nous arriver, c'est que la Russie et la Turquie se mettent d'accord entre eux pour exercer un condominium militaire sur toute ou partie de l'Europe. C'est-à-dire que la Turquie se garde les Balkans, par exemple, où ils ont une certaine habitude. C'est pas la première fois. Ça serait pas la première fois. Et la Russie s'occuperait, je sais pas, aller de l'Allemagne. Ouais. Elle aimerait bien. Mais ce serait pas la même Allemagne. Ce serait une Allemagne qui serait pas féodée aux États-Unis. Ce serait une Allemagne qui aurait changé de maître. Et nous, la France, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas trop, parce qu'on n'a pas de diplomatie de rechange en dehors de l'Europe. C'est sûr. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on sent bien que beaucoup des équilibres qui tiennent depuis 1945 tenaient à cause de cette puissance financière et de cette puissance militaire des États-Unis, et que les deux sont battus en brèche. Donc, ça n'est pas une élection comme une autre, parce que ça va être une élection pour ou contre le retour à la maison des troupes, quoi. Et qu'il y a toute une partie de la gauche qui est isolationniste. Ouais. Il y a toute une partie de la gauche qui est isolationniste. Donc il y a toute une partie de la gauche qui pourrait tout à fait voter pour un candidat franchement isolationniste, qui d'ailleurs peut être le jeune Kennedy. Oui, c'est ça. Cette gauche-là, elle est un peu incarnée par Kennedy. Kennedy, d'ailleurs, qui, alors dans certains sondages récents, en fait, bouffe un peu partout. Alors, il bouffe une partie des, on va dire que, ouais, peut-être un tiers de ses potentiels électeurs, c'est actuellement des abstentionnistes. Donc voilà, évidemment, il y a un corps abstentionniste aux États-Unis. Il a un appel très fort sur les Noirs. Il a un appel fort, effectivement, sur les Noirs. Il a un appel sur une partie des Républicains et sur une partie des démocrates. Donc il bouffe un peu partout. Et d'ailleurs, sa candidature est loin de disqualifier Trump, parce qu'en fait, elle renforce son avance sur Joe Biden. Il en pique plus. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui ne veulent pas voter Trump parce que, pour des raisons historiques, ils n'ont jamais voté pour un républicain, puis surtout celui-là, et puis les femmes et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est ça. Et puis, mais là, avec Kennedy, il y a des tas de gens qui vont pouvoir se dire, pour une fois, il y en a un qui me plaît bien, je vais voter pour lui, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, donc c'est vraiment un monde intéressant. Je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais ça se passera juste après les élections européennes, enfin quelques mois. Et aux élections européennes, si on regarde les tendances lourdes qui se manifestent un peu partout en Europe, il semble bien qu'on va monter un courant assez fort de refus de l'Europe qu'on nous prépare, quoi. Ouais. Cette Europe-État est un truc qui est refusé de plus en plus. Donc, si on a un refus de l'intégration européenne qui s'exprime dans ces votes européens, et ensuite un candidat isolationniste, ça va redonner du poil aux pattes à tous ceux qui veulent l'autonomie des nations, la souveraineté des nations. C'est-à-dire que ces élections vont peut-être déterminer l'avenir de la souveraineté pour un pays comme la France, quoi. Les deux. Ensemble. Potentiellement, oui. En tout cas, on voit, on commente assez largement dans ces émissions. Chaque pays européen, enfin, en tout cas, il y a beaucoup de pays européens qui récemment, dans des élections importantes, qu'elles soient présidentielles ou législatives,
ont formulé des programmes politiques qui allaient beaucoup plus vers la désintégration par rapport à l'Europe, vers une autonomisation, un côté bon, laissez-nous faire ce qu'on a envie de faire, vous nous cassez les pieds. Le principe de l'Europe d'ailleurs, c'était la subsidiarité. Voilà. Et on a assez peu de pays aujourd'hui qui font le choix d'aller plus loin effectivement dans l'européisme et dans le souhait de dire bah voilà, l'Europe va gérer tel ou tel truc pour nous. Non, parce qu'en Allemagne, on va monter l'AfD. En France, on a l'impression que s'il y avait des élections législatives la semaine prochaine, ce serait probablement le RN serait possiblement la force politique la plus forte, pas forcément majoritaire, mais elle serait plus forte que la majorité. Ouais. Bon, il y a eu des élections, on les a vues en Hollande qui ont surpris tout le monde, quoi, avec la Hollande qui souhaite d'ailleurs, en tout cas c'est ce qui est en parlementation, qui souhaite obtenir des exceptions par rapport à plusieurs traités européens, notamment concernant l'immigration. J'ai vu que le Danemark a dit que l'immigration maintenant ça serait zéro. Voilà. La Suède va dans le même sens. La Suède commence à virer toute une série de gens. Donc, on sent bien qu'il y a toute une série de problèmes dont on nous a expliqué qu'on pouvait pas les traiter ou qu'ils étaient à Bruxelles, comme l'immigration, dont un certain nombre d'États veulent se ressaisir à nouveau. Mmh. Donc, ça veut dire que, dans le fond, cette marche forcenée vers un gouvernement mondial à la Attali, elle risque de s'arrêter net aux États-Unis, mais net en Europe aussi. Et je pense pas que ce soit les Indiens qui vont pousser dans ce sens-là maintenant, quoi, ou les Sud-Africains. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que donc on retourne dans un monde qui va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus fragmenté, et beaucoup moins dangereux. Possiblement, ouais. C'est un peu ce que j'espère en tout cas. Ouais. Et alors cette élection de 2024, on sent la volonté, notamment du côté républicain évidemment, de vouloir rejouer un peu la présidentielle de 2020, c'est-à-dire, vous avez compris, on a perdu, mais pas forcément dans des modalités qui étaient très claires. Avec, il y a d'une part les soupçons de fraude. Même en dehors des soupçons de fraude, il y a quand même le sentiment que l'élection s'est jouée à un moment particulièrement critique pour Trump. On se souvient quand même que les 3 premières années de son mandat étaient assez remarquables, notamment du point de vue économique. Voilà, il y a eu le Covid. Donc, il y avait la question des restrictions par rapport au Covid. Il y avait, du coup, ça a engendré derrière le vote par correspondance. Il y a eu, du coup, forcément, beaucoup de gens qui ont été mis au chômage pendant la dernière année du mandat de Trump, ce qui a été mal vu. Les États-unis ont été... Il a perdu de 70 000 voix. Oui, il a perdu de pas tant que ça en plus. Il a perdu de tant que ça dans des trucs. Donc, l'idée de Trump, c'est de dire, écoutez, j'ai été élu, mais j'ai été battu de façon... j'ai pas été battu. Ça a été une fraude gigantesque, j'ai pas été battu, donc... redonnez-moi une chance pour que je fasse ce que j'avais promis que j'allais faire, qui m'ont empêché de faire pendant 4 ans. Ouais. Je dis pas que c'est bien aussi mal, encore une fois, je juge pas, mais c'est ça le message. Il dit tranquillement, oui, je me suis fait avoir comme un bleu parce que je m'attendais pas. Ouais. Il s'attendait pas à ce que la CIA soit contre lui, que le FBI soit contre lui. Par exemple, à ce jour, c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un candidat et même un président élu, avant le 6 janvier, quand la passation des pouvoirs a lieu, fait l'objet d'une enquête du FBI pour savoir s'il n'est pas un traître. Ouais. Donc, je ne sais pas si vous voulez, le FBI, qui est la police la plus importante du monde, la question c'est qui a donné l'ordre de lancer cette enquête sur Trump? C'est certainement pas le patron du FBI tout seul. Ouais. Or, à ce jour, on ne sait toujours pas qui a lancé cette campagne, dont on sait qu'elle était basée sur des preuves qui étaient fausses, et que celui qui l'a lancée, le savait qu'elles étaient fausses. Donc, si vous voulez, c'est quand même un truc intéressant, c'est de dire, mais attendez les gars, je ne sais pas si vous avez lancé une enquête sur, au moins l'enquête sur Fillon, on sait qui l'a lancé. C'était le parquet indépendant, mais il était indépendant, ça ne devrait pas exister. On sait bien que c'est Hollande qui l'a lancé pour essayer de se débarrasser de Fillon, ou plutôt Macron à l'époque. Mais donc, c'est quand même curieux de voir partir une enquête de cette importance absolument gigantesque et que j'ai pas le bout de papier disant.
signé. Est-ce que Ouais. Et même d'ailleurs, ce qui a été mal vécu aussi par les républicains et à raison, c'est que même en dehors de la fraude électorale, il y a aussi le sentiment qu'il y a eu une fraude médiatique hyper importante. J'en avais déjà parlé. Juste avant les présidentielles, il y avait un grand sondage je crois que c'était du Pew Research Center pour savoir si les Américains en fait étaient au courant des divers scandales qui étaient qui visaient d'un côté Trump et d'un côté Biden. Et on voyait que tout le public américain était au courant de tout ce qui se passait sur Trump, et il y avait seulement une minorité d'Américains, qui étaient tous républicains d'ailleurs, qui étaient au courant de ce qui se passait sur Joe Biden. Et d'ailleurs, peu de temps après l'élection de Joe Biden, il y avait un grand article du New York Times et d'autres qui ont suivi dans la presse démocrate pour dire oui, on a ouvertement protégé Joe Biden de toutes ces histoires de scandales parce que en fait c'était encore plus important que la démocratie, c'était de ne pas laisser Trump être réélu. C'est-à-dire que ça, on a jugé que c'était plus important que la démocratie en elle-même. C'est-à-dire qu'ils ont pensé qu'ils savaient mieux que les citoyens. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'ils font depuis bientôt 10, 15, 20 ans, qui est toute la thèse de mon livre, c'est l'empire du mensonge. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de choses que le peuple n'a pas le droit de savoir parce que le pauvre vieux. C'est ce que disait Sartre sur Billancourt. Il faut pas désespérer Billancourt. Vous savez, quand on disait du mal de l'Union soviétique, Sartre disait oui, je sais qu'il y a des camps et qu'on tue les gens et tout, mais derrière, ils voudront pas voter communiste. Du coup, faut pas le dire. Faut pas désespérer Billancourt. Voilà. Parce que Billancourt croyait en ça, donc c'est très bien. C'est ça. Donc cette façon des élites de dire il y a des choses que moi je sais qui sont bien regrettables, que Biden par exemple est corrompu jusqu'à l'os, mais le peuple n'a pas à le savoir parce que sinon il va pas le voter, c'est quand même à la limite du supportable, quoi. Voilà. Et ça, forcément, c'est un paramètre qui change par rapport à 2020, c'est que maintenant, du coup, les républicains ont commencé cette procédure d'impeachment sur Joe Biden qui vise du coup indirectement les activités de son fils à l'époque en Ukraine. Et forcément directement les siennes parce qu'il y a eu des transferts d'argent du fils de Biden à son père. Ouais. Du coup, c'est ça qui est visé. Évidemment, c'est pas les affaires de Hunter Biden, c'est en quoi Joe Biden possiblement et lui-même du coup a été bénéficiaire ou est intervenu pour sauver son Voilà, fils. c'est ça. Donc, je voudrais parler de ça un petit peu. Évidemment, il y a aujourd'hui, on voit d'ailleurs, c'est plus les démocrates qui ont commencé ça avec Trump. La procédure d'impeachment, qui était un truc ultra rare aux États-Unis. Ça doit l'avoir à chaque changement. Maintenant, il va y en avoir à chaque changement, et voire même il y en aura peut-être plusieurs à chaque présidence. On voit que c'est. Il y en a eu deux avec Trump, dont une quand même quelques jours avant qu'il quitte le pouvoir. C'était complètement farfelu avec Nancy Pelosi qui détestait Trump, je sais pas quoi. Enfin bref. C'était étonnant. Et donc aujourd'hui, on voit que c'est une procédure qui est pas tellement faite pour on va dire destituer un président, même si c'est l'objectif officiel, mais c'est une procédure qui est plus faite pour affaiblir un président et pour en fait faire en sorte que les médias reprennent tout un tas d'éléments de l'enquête. Donc en fait, voilà, l'objectif ça va être de montrer en quoi Joe Biden est possiblement corrompu par rapport aux affaires de son fils. Et en fait, au final, même si on n'arrive pas à le prouver, si on n'arrive pas à le condamner pour ça, eh bien au moins le public américain sera au courant de certains éléments. Mais surtout, ce qui risque de se passer, c'est que bon, par exemple, dans le cas de Clinton, on avait prouvé qu'il avait menti, donc c'était parjuré, donc ce qui normalement était bon. Bref. Mais une fois que la culpabilité a été prouvée par la Chambre des représentants, ça va au Sénat, où il faut qu'il y ait les 2/3 qui considèrent que... Et là, on l'a bien vu, les deux dernières procédures importantes, c'était Nixon et Clinton. Nixon, il était évident qu'il était coincé. Ouais, donc il a quitté le pouvoir lui-même. Donc, pour éviter d'être condamné par les 2/3, ce qui aurait forcé les élus républicains à voter contre leur président, donc il a préféré démissionner. Et Clinton, il s'est dit, la plupart des gens se sont dit, c'est pas pour une histoire avec une jeune femme, tout ça, n'importe qui mentirait dans ce cas-là, donc ils ont décidé que c'était pas important. Ouais. Et donc, il n'a pas été condamné par le Sénat. Il a été condamné par la Chambre des représentants, mais il n'a pas été condamné par le Sénat, donc il est resté, puis il a terminé sa carrière. Donc, dans ce cas de Biden, il y a une troisième possibilité, c'est que on le débarque parce qu'il ne réussit plus à répondre aux questions parce qu'il est gâteux. Ouais. Non, mais c'est pas possible. On dit, écoutez, le président n'est plus en état de répondre, donc c'est nul et non avenu. Ouais.
Mais à ce moment-là, l'embêtance, c'est que ça va être Kamala Harris. Oui, à ce moment-là, oui. Celle-là, elle est bête comme un âne qui recule. Et d'ailleurs, effrayant. Du coup, pour préparer un peu cette émission, j'ai regardé quelques sondages récents. Il y en a qui, du coup, couvrent l'hypothèse où c'est Kamala Harris qui est candidate. Et elle ferait même pas mieux que Biden. Hein. Les gens ne l'aiment pas. Ben non, elle a jamais été... je veux dire... Enfin bref, on peut pas dire du mal des gens, mais enfin, elle a fait une très belle carrière horizontale, quoi. J'étais pas assez comme ça qu'elle est arrivée là où elle était, donc... Bref, donc Kamala Harris, et puis on peut pas lui poser une question sans qu'elle s'écroule de rire, donc on se dit, mais qu'est-ce qu'elle a à rire, enfin... Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du drame israélo-palestinien? Hop, elle s'écroule de rire, il n'y a pas de quoi rigoler, quoi. Ouais. Elle est simplement très bête, je crois, c'est tout. Ouais. Et donc Kamala Harris, c'est pas, mais je vois pas la personnalité. Ce qui est marrant, c'est qu'ils avaient une personnalité au poil pour remplacer Biden, c'était Kennedy, les démocrates. Mais Kennedy, il veut se payer, bien entendu, le lobby de l'armement, pour des raisons évidentes, et le lobby de la pharmaceutique, pour des raisons tout aussi évidentes. Alors, donc, peut-être ça aurait marché très bien avec les locataires, mais avec les lobbies qui maintiennent le Parti démocrate au pouvoir, ça aurait pas marché. Ouais. Donc, le vrai problème, c'est que Kennedy, il a dit beaucoup de mal des pharmaceutiques, hein, à juste titre, hein, mais et du lobby et de la CIA qui a tué son père et son oncle. Et donc, non, c'est sûr, il y a parfois il dit des trucs un peu bizarres, le Kennedy, mais il y a eu une grosse cabale contre lui, déjà du Parti démocrate, et même de ses proches, c'est-à-dire même ses sœurs disent non mais il est complètement fou, faut le laisser dans son coin, quoi. C'est vraiment, ça va loin, quoi. Je sais pas. Moi, quand je l'entends parler, je me dis, il est bien ce garçon. Il dit pas que des bêtises, ça m'a. Non, mais en tout cas, ça parle quand même à une partie du public américain. Mais je sais que dans la famille, la belle famille de mon fils, qui sont tous des républicains solides de l'Oklahoma, c'est-à-dire, ils trouvent que Kennedy, il dit pas que des bêtises. Ouais. Donc même dans un électorat républicain, bien sûr. Il doit y avoir un démocrate tous les 10 personnes dans l'Oklahoma, ça doit être par là. Kennedy, ils aiment bien, quoi. Ça correspond à cette espèce de mythe américain du gars qui se dresse contre le système tout seul et qui arrive et qui bat, et parce qu'il a eu bien des malheurs dans sa vie, mais il les surmonte. Vous savez, c'est l'histoire de tomber 7 fois et se relever 8. Ouais. Oui, et puis forcément, c'est des gens qui aiment pas forcément que l'État leur dise exactement quoi faire, qu'ils savent mieux que ce qui est bon pour eux, que voilà, il faut qu'ils en soient à leur 6e dose, sinon ils mettent en danger toute la population. Voilà, ça c'est un discours qu'ils n'ont pas forcément envie d'entendre. On les comprend d'ailleurs. Et justement, le Robert Kennedy Jr., il parle quand même à cette partie-là de la population. Alors après, bon, ce que je trouve un peu ironique chez le personnage, c'est qu'il est, d'ailleurs, on peut le comprendre à raison, assez méfiant envers les vaccins sur le Covid. En revanche, lui-même, il est quand même sous stéroïdes. Donc là-dessus, je trouve que là, il y a un petit peu un 2 poids 2 mesures sur la méfiance envers les substances. Oui, les substances, il a des tas de... c'est pas la première... Vous savez, c'est... Se contredire ou échanger d'avis, c'est des droits constitutionnels importants. Oui, c'est sûr. Si on devait dire toujours la même chose, ça serait pas intéressant. Oui, c'est pas complètement faux. Mais du coup, je voudrais revenir un petit peu sur cette question du coup de l'impeachment de Biden, parce que faut savoir qu'il y a quand même une grosse partie du dossier qui est totalement ouverte au public. C'est-à-dire que moi j'ai pas les transactions sous les mains, je peux pas savoir si Hunter Biden a transféré de l'argent à son père lorsqu'il était. En tout cas, les journaux de ça, c'est ouvert. Voilà, et c'est pas garanti, c'est pas couvert par le secret international, je sais pas quoi. Ouais. Et puis aussi, on va arriver de l'argent, beaucoup d'argent de Chine, beaucoup d'argent d'Ukraine, beaucoup d'argent même de Russie sur le compte de Hunter Biden, et on comprend pas très bien comment il a fait pour avoir cet argent. Ouais. Et puis une partie de cet argent ensuite qui est éclatée vers tous les autres membres de la famille Biden. Puis apparemment, on a même trouvé des transactions qui arrivaient directement chez Biden le père. Donc de la presse démocrate et les grands disent qu'il n'y a rien dans le dossier, etc. Mais de la même façon, ils nous juraient que le dossier de Trump était plein. Oui. Et qu'on avait des donc on ne peut pas vraiment les croire. Ils disaient, ils avaient la certitude, on leur avait montré les preuves que Trump était acheté par Poutine.
Bon, les preuves, on les a pas vues au final. Donc effectivement, ils ont peut-être raison sur Biden, mais on peut pas les croire sur parole. Donc non, puisqu'ils ont vu des choses qui n'y étaient pas, d'ici à ce qu'ils voient pas des choses qui y sont. Ouais. C'est surtout quand c'est bon. Et donc tout ça, ça va être très intéressant parce que les républicains ont l'air de faire le boulot, c'est-à-dire qu'ils remontent les pièces une à une, elles remontent lentement mais sûrement à la surface, parce que, étant dans les milieux financiers, je peux vous dire un truc, c'est qu'il n'y a pas une transaction aujourd'hui qui ne laisse pas des traces. C'est-à-dire, à moins qu'on ait donné du cash, le cash, vous rompez la ligne de transaction. Mais si c'est passé par un ordinateur dans une banque, quelque part, que ce soit aux Antilles néerlandaises, à Singapour, etc., vous remontez une par une. Et donc, s'il y a eu des transactions et que ces transactions sont arrivées chez Biden le père, c'est qu'une question de temps, il est cuit. Ouais. C'est pas possible qu'il soit pas cuit. Ouais. Et auquel cas d'ailleurs, si ça arrive, du coup, c'est forcément un élément qui sera porté au grand public, nécessairement. Et donc sûr, derrière, en fait, limite... le vote aura lieu avec les preuves. Voilà, et le vote aura lieu avec les preuves, et à la limite, on s'en fiche de si il est vraiment impeach ou pas. D'ailleurs, faudrait même souhaiter qu'il le soit pas, comme ça, il reste quand même candidat, sauf que, comme ça, toutes les preuves sont apportées à la population. Président, mais du coup, il est débarqué via l'élection et non pas via l'impeachment, quoi. Ce serait beaucoup mieux. Ouais. Et parce que j'imagine pas comment des transactions, si vous voulez, où il y a un crédit et un débit dans une machine, il y a automatiquement un débit et un crédit dans l'autre sens, dans une machine avant et dans une machine avant, et vous le remontez toujours comme ça. C'est pas possible. Vous pouvez pas ne pas trouver l'endroit d'où le pognon est sorti originalement. Ouais. C'est si c'est un compte aux États-Unis et que ce compte appartient, je sais pas, à un trader chinois, vous avez des doutes, quoi. Parce que aujourd'hui, c'est justement le degré, c'est le danger immense de la société dans laquelle on vit, c'est qu'on vit dans une société où il y a plus une seule transaction qui ne peut pas remonter. Vous pouvez pas remonter jusqu'à son origine. Ouais. Donc s'il y a des transactions il y a eu, on le saura. On saura. Et donc il y a ce volet-là qui est plus un volet financier, et il y a aussi un volet qui est plus politique, c'est-à-dire est-ce que Joe Biden a possiblement outrepassé son rôle en tant que vice-président lorsqu'il est sous l'administration Obama, la deuxième, pour protéger son fils. Voilà, et d'ailleurs, il s'est exprimé lui-même sur la question. Oui, donc je vais expliquer un petit peu à notre audience. Donc début 2016, l'administration Obama et les autorités européennes sont convaincus que le procureur général d'Ukraine, Viktor Shokin, ne fait pas assez pour lutter contre la corruption. Donc Joe Biden décide en mars 2016 de menacer le président ukrainien Poroshenko de ne pas accorder $1 milliard si Viktor Shokin, donc le procureur général d'Ukraine, n'est pas renvoyé dans les 6 heures. Sachant que le procureur général Shokin, en ce moment, en 2016, il est en train d'enquêter sur une entreprise gazière, Burisma, dont Hunter Biden fait partie, justement pour des soupçons de corruption. Et donc il formule comme ça un ultimatum sur le $1 milliard pour dire voilà, moi je repars dans 6 heures. Si dans 6 heures vous l'avez pas débarqué, en s'adressant au président ukrainien, vous n'avez pas le milliard. Et donc le gars est débarqué dans les 6 heures et il est remplacé, je cite Biden, par quelqu'un de solide. Et Joe Biden rend publique cette intervention, vous pouvez la voir, elle est retranscrite, en janvier 2018 au Council on Foreign Relations. Donc j'ai lu la transcription, c'est plus vers la fin de l'interview, il le dit lui-même, donc c'est en anglais, voilà, vous pouvez tout à fait retrouver ça. Donc de son côté, ensuite, Viktor Shokin affirme qu'il a été licencié pour qu'on l'empêche d'enquêter sur Hunter Biden. Et donc il a été remplacé par Yuri Lutsenko, procureur donc général à partir de mai 2016. Et ce Lutsenko, il affirme avoir rencontré ensuite l'avocat de Donald Trump, donc Giuliani, selon lui obsédé par les possibles fautes commises par Joe Biden et son fils, mais il estime aussi avoir finalement décidé qu'il n'y avait pas de raison d'ouvrir une enquête contre Hunter Biden à ce moment-là. Bon,
on comprend aussi la volonté des Ukrainiens, en fait, si vous voulez, d'être pris entre deux feux, c'est-à-dire qu'il faut pas être trop méchant envers une administration américaine, parce que peut-être que l'administration d'après va vous le faire payer. Donc voilà, il faut essayer de slalomer un peu entre les deux. Il faut savoir qu'en 2016, personne ne pensait que Trump serait élu. Oui, mais là, du coup, c'était juste après l'élection de Trump. Donc, c'était après. Oui, là, c'était juste après. C'est-à-dire que, du coup, c'est Giuliani qui va voir le nouveau procureur général d'Ukraine pour lui demander de rouvrir le dossier sur Hunter Biden. Et lui, il dit non, je voudrais pas trop le faire. Peut-être parce qu'il a reçu des pressions d'ailleurs, ou peut-être parce qu'il a pas envie aussi de se brouiller avec une possible future administration démocrate. Et donc ensuite, il considère en septembre 2018 que si une enquête est ouverte sur Joe Biden et son fils, elle doit l'être faite aux États-Unis. Elle doit l'être faite, aux États-Unis et non en Ukraine. En juillet 2019, donc vers la fin milieu fin du mandat de Trump. Donc Trump demande par téléphone à son homologue Zelensky de se renseigner pour savoir si l'ancien vice-président Biden a mis fin à une enquête sur une entreprise ukrainienne pour laquelle travaillait son fils. Et le procureur général d'Ukraine, Lutchenko, est à son tour limogé au mois d'août 2019 puisqu'il ne voulait pas à son tour enquêter sur Hunter Biden. Donc il est limogé en août 2019 par Zelensky en personne. Et le 1er octobre 2019, une enquête est ouverte contre Yuri Lutchenko pour abus de pouvoir. Il est suspecté donc d'avoir autorisé un business de paris illégaux. Et ensuite aux États-Unis, la Chambre des représentants, donc dominée par les démocrates à l'époque, lance le 24 septembre 2019 une enquête en vue d'une procédure d'impeachment pour déterminer si le gel par Donald Trump d'une importante aide militaire à l'Ukraine est le résultat d'une volonté de faire pression sur l'exécutif ukrainien. Et alors déjà, il n'y a pas eu de gel, mais il y a eu possiblement une menace de gel. Une communication téléphonique où ils ont dit qu'il avait dit ça. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, il reproche à Trump exactement d'avoir fait ce que Biden a fait en 2016, en 2014, qu'il dit lui-même avoir fait. Enfin, je trouve ça absolument génial. Ouais, c'est le truc habituel des criminels, c'est qu'ils accusent leurs accusateurs de ce qu'on fait eux-mêmes. C'est ça. C'est vieux comme la justice. Hein. Donc, en gros, les démocrates disent mais Trump aurait possiblement gelé du coup les aides militaires à l'Ukraine s'il ne rouvrait pas une enquête sur Hunter Biden, alors que c'est exactement ce qu'avait fait Joe Biden en disant moi je gèle votre aide de 1 milliard si vous ne fermez pas l'endroit quiproquo. Voilà. Donc ça s'appelle l'endroit quiproquo, c'est-à-dire un truc vous faites ceci si je fais ceci si vous faites cela. Non, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui ressort des 10 dernières années, quand même, c'est un certain nombre de choses qui sont, à mon avis, très graves. D'abord, plus personne ne peut avoir la moindre confiance dans la justice aux États-Unis. Elle a été politisée dans les 10 dernières années, en particulier par l'administration Obama, de façon extraordinaire. Bon, ça c'est la première des choses, la justice est complètement pourrie. Dans l'autre côté, aussi curieux que ça paraisse, dans le monde des affaires, les grands groupes, les Amazon, les Google, etc., ont complètement ils dorment dans le même lit que les administrations démocrates, qui les protègent contre toutes les tentatives d'antitrust. Donc, normalement, des monopoles évidents comme Google, comme Amazon, etc., devraient être l'objet de mesures antitrust. Et pas du tout. Donc, c'est encore... Et là, c'est assez difficile, parce que si vous regardez les antitrust, de façon générale, les démocrates étaient assez favorables aux antitrust et les républicains assez contre. Mais là, il commence à y avoir même des démocrates de l'administration Biden qui commencent à lancer des antitrust contre des choses comme Google et qui ont l'air de gagner, et les républicains n'ont pas l'air de trop gueuler. Donc, on retrouve l'analyse qu'on a souvent fait ici de ces espèces de groupes qui, dans le fond, font lit commun avec l'État pour s'arroger des monopoles. En ce qui concerne, par exemple, la publicité qui a lieu sur les chaînes de télévision américaines, il faut que vous sachiez que 78% de la publicité sur les chaînes de télévision américaines est faite par des sociétés pharmaceutiques. Et que c'est le seul pays au monde où la publicité pharmaceutique soit autorisée.
C'est-à-dire que 78% de frais de fonctionnement, mettons, des grandes télévisions américaines ou des chaînes, est assuré par l'industrie pharmaceutique. C'est vous dire à quel point elles sont indépendantes de l'industrie pharmaceutique et à quel point on peut avoir une information de qualité, par exemple, sur le Covid, quoi. Donc vous trouvez partout aux États-Unis ces espèces de tentacules d'un ordre qui est à la fois business, criminel et soi-disant scientifique, pour contrôler le pouvoir et l'État. Et je ne sais pas trop comment ils vont réussir à s'en dépatouiller, parce que c'est bien tout le paradoxe de cette discussion qu'ils ont avec Trump, de toute la bagarre. C'est Trump dit « je vais me les payer », mais plus vite dit que fait, hein, c'est pas... C'est pas évident. Bah, il a essayé pendant 4 ans et forcément... pendant 4 ans, il a tellement essayé de le liquider pendant 4 ans avec tous ces trucs que lui, il pouvait pas trop bouger. Mais j'espère qu'il a dans ses cartons un plan pour faire une espèce de blitzkrieg quand il arrive le 7 janvier au matin, pour virer tous les patrons, tous les directeurs. Mais ça va pas être de la tarte, hein, parce que regardez nous le mal qu'on a en France à s'en débarrasser. Il existe partout ce pouvoir. Hein. C'est ça qui me fait rigoler, c'est qu'on me dit, mais les gens me disent que Poutine est un pouvoir criminel. Je dis ouais, ça me paraît une excellente idée de dire ça, mais au moins il contrôle ces criminels avec beaucoup d'autorité. Tandis que là, nous, on a des pouvoirs criminels qui se présentent vertueux et qui, dans le fond, sont contrôlés. Et alors, avant de conclure cette émission, je voudrais faire un léger tour notamment d'un sondage récent, un sondage de Bloomberg, donc sur quand même un échantillon de 5000 personnes aux États-Unis, ce qui est pas rien, concernant la question des swing states. Forcément, aux États-Unis, voilà, on sait d'avance. On est quand même relativement certain que la Californie ce sera pour Biden, que la Floride ce sera pour Trump. Donc ça, c'est pas forcément des États qu'il est très pertinent de surveiller. En revanche, je pense à l'Arizona, la Géorgie, Michigan, Caroline du Nord, la Pennsylvanie, le Wisconsin en particulier. Et ce qui est intéressant dans ce sondage récent, donc de Bloomberg, ce qui semble être relativement confirmé par d'autres sondages dans le dernier mois, c'est que Trump mène dans tous ces États. C'est-à-dire que Trump mène de 4 points en Arizona, 46 à 42. Il mène de 6 points en Géorgie, 49 à 43. Il mène de 4 points également dans le Michigan, 46 à 42. De 9 points en Caroline du Nord, 49 à 40. De 46 points en Pennsylvanie, de 2 points en Pennsylvanie, 46 à 44. Et de 4 points au Wisconsin, donc 45 à 41. Donc ça, c'est quand même assez important de noter ça, parce que évidemment, on sait, les swing states, ça fait les élections. Les quelques soupçons de fraude qu'il y avait, c'était principalement dans ces États-là, parce que c'est dans ces États-là que ça vaut la peine de frauder, parce que en fait, si vous êtes démocrate et vous voulez frauder en Floride, ça va demander énormément de faux votes, alors que si vous voulez frauder en Caroline du Nord ou en Géorgie, ça peut nécessiter peut-être que 20 ou 25 000 votes. Donc forcément, c'est pas impossible à l'échelle américaine de tenter une manipulation à ce niveau-là, quoi. On peut imaginer si Kennedy du coup se présente, qu'il y ait des États traditionnellement bastions démocrates qui peut-être à peu de choses près en fait tournent en faveur de Trump, parce que Biden en fait manquerait de tellement de voix d'un coup. Admettons, il prend 10 ou 15%, dont plus de la moitié de l'électorat démocrate. Et ça fait un changement absolument énorme. Ça peut faire basculer beaucoup de choses. En tout cas pour le président, pas pour la Chambre des représentants ou le Sénat, sauf si Kennedy venait à présenter des candidats au Sénat ou à la Chambre des représentants, là aussi ça serait une nouveauté. Bien, écoutez, on arrive donc à la fin de cette année. Je tenais à vous remercier. On arrive doucement à 300 000, on s'en rapproche, 285 000. Donc, et puis... On parle beaucoup à certains d'entre vous, soit par l'intermédiaire des réseaux, soit directement dans la rue quand vous nous tombez dessus, ce qui nous fait toujours plaisir. Je dois vous dire que cette expérience de l'Institut des libertés
nous inspire et nous incite à continuer. Tout à fait. Merci beaucoup, bonne année. Oui, bonne fête de fin d'année, bon Noël, joyeux Noël et bonne année 2024. Et puis, je précise, comme à chaque fin d'émission, que ces émissions sont disponibles en format podcast sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, que nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez nous y trouver. Je vous remercie encore pour votre attention, je vous remercie pour cette année 2023. Et eh bien, nous partons du coup à l'assaut de l'année 2024. 2024. Voilà. Où sont les échelles? Où sont pour commencer à monter à l'assaut des murailles? Parce que on ne sera jamais fatigué d'attaquer les vilains. C'est ça. Merci encore et bonne année. Et bonne année.